Le premier écrivain subsaharien à remporter le Goncourt 100 ans après René Maran, et c'est un événement exceptionnel. Mohamed Mbougar Sarr, votre livre subjugue, il est en tête des ventes, la plus secrète mémoire des hommes, mais surtout, le prix Goncourt 2021 a changé votre vie, vraiment? Oui, je pense que le prix Goncourt change la vie de toute personne qui le reçoit. Et là, je ne fais pas exception. Mais elle change surtout la vie je pense, dans la perception que les gens ont de vous. Mais je pense qu'intérieurement, c'est un prix qui ne change pas grand-chose, finalement. Lorsqu'on est un écrivain et qu'on aspire à le rester, je crois qu'on garde la même angoisse, la même peur, la même crainte et la même exigence envers soi. Voilà, mais il est certain que c'est un grand événement littéraire, évidemment, dans la vie d'un écrivain. Ouais. Et là, vous voyez, je disais, le livre est en tête des ventes, les lecteurs affluent, et les lecteurs partagent maintenant votre univers, votre écriture si particulière. Oui, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire-là, c'est qu'on retourne à l'essence même de la littérature, qui est un partage, toujours. Un livre qui est écrit par un auteur, le livre lui échappe, et les lecteurs s'en emparent et en font leur chose, le font vivre. Dans l'exergue de Roberto Bolaño que je cite, il dit ça, un livre avance comme ça dans l'immensité, mais il est accompagné par un cortège de lecteurs qui le font vivre toujours. Oui. Et c'est tout le sens, je pense, de l'écriture. Et là, j'en rencontre beaucoup ces derniers temps. Voilà une des choses qui a changé dans ma vie. J'en rencontre 10 fois, 15 fois, 100 fois plus. Mais c'est toujours avec le même bonheur, avec le même plaisir. Oui, Voilà. oui, et vous les amenez à travers ce livre dans les mystères de la création, les mystères de l'écriture, du roman, de la vie, de la réalité, du passé, du présent. Vous allez au-delà. Finalement, la force des mots est incroyable. Oui, c'est simplement ma passion pour la littérature. Toutes les questions que je me pose sur le mystère de l'éblouissement littéraire. Qu'est-ce qui fait que comme lecteur, on est de temps en temps saisi par un livre, bouleversé par un livre? C'est ce qui arrive à tous les personnages qui croisent le destin du labyrinthe de l'Inhumain, qui est le livre fictif à l'intérieur de mon roman. Mais d'une certaine manière, c'est aussi mon expérience de lecteur que je partage avec tous les lecteurs de la planète, que j'ai tenté de rendre aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un livre nous subjugue, nous bouleverse? Quelle est cette émotion-là? De quoi est-elle faite? Quels sont ces mots, ces phrases? Que produisent-ils exactement en nous? C'est à ces questions-là que j'ai tenté de me confronter. Et j'ai tenté de le faire en mettant beaucoup de passion aussi dans mon écriture. Ouais. Vous dites « Rien de beau ne s'écrit sans mélancolie ». Je cite votre livre. On peut la jouer, la travestir, la prolonger en tragédie absolue ou la transmuer en infinie comédie. Tout est permis dans les variations et combinaisons qu'offre la création littéraire. Oui. Je tente simplement de dire par là qu'il faut en effet se laisser aller à une inventivité toujours permanente, au rêve, à l'imaginaire, et de prendre toutes les ressources que nous offre un imaginaire. Voilà, combiner, essayer des choses, mais savoir toujours que notre condition est une condition, je pense, mélancolique en effet, mais aussi poétique, parce que le poétique est inclus dans le mélancolique, et que c'est toujours dans le mouvement entre une sorte de gravité et de légèreté dans ce mouvement-là que s'inscrit ce qui nous signe profondément comme être humain et ce qui signe la littérature aussi. Oui, et c'est un hommage incroyable à la littérature, justement, à ce qu'elle est, à ce qu'elle porte, dans l'être humain, au fond, qui va peut-être faire que l'être humain se retrouve au-delà des différences, au-delà des couleurs de peau. Oui, c'est vraiment ce qui nous lie, c'est la toile d'araignée dans laquelle nous sommes tous pris comme êtres humains, d'où que nous soyons. La littérature est cette toile d'araignée-là, et il me semblait important de lui rendre cet hommage-là, d'écrire vraiment tout mon amour pour la littérature. Et je sais que je ne suis pas le seul, et que ce que je peux ressentir en lisant ou en écrivant, ce qui à un certain point est tout à fait la même chose, et quelque chose que ressentent des millions de gens à travers le monde, de tous les continents. Donc c'est à ce continent-là, qui est le continent des lecteurs, notre continent aussi, que je tente de rendre un hommage. Oui, le face-à-face entre l'Occident et l'Afrique, le colonialisme, il y a la Shoah, il y a toutes les tragédies du siècle, et au-delà d'ailleurs dans ce livre. Et au fond, vous dites, le pays rêvé, c'est la littérature. C'est la littérature qui transfigure en effet et transcende l'histoire,
qui ne la fuit pas, mais qui l'affronte, qui la regarde et en la regardant directement arrive à en dégager un sens qui nous unit tous fondamentalement. Et c'est seule la littérature permet ça, en appuyant sur notre sensibilité profonde, vraiment, comme être humain, ce qui nous lie, ce qui fait que nous sommes une condition, pas un agrégat de pays seulement ou de cultures morcelées, mais une condition dans laquelle nous sommes tous pris par-delà ou à travers l'histoire, à travers les géographies, à travers le temps, les apocalypses, voilà. Mais il y a une condition, et c'est la littérature qui me semble être la plus à même de la dire. Oui, et au fond, le livre se demande qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que la littérature. Et au-delà, il y a aussi ce regard sur la littérature africaine. Ces deux auteurs, comme ça, l'un qui cherche l'autre à travers un véritable thriller littéraire, à travers le temps. Mais au fond, de se dire, oui, il y avait ce racisme, et on le voit, vous imaginez les critiques sur ce livre maudit. Oui, quand on regarde les recensions des critiques du livre de René Maran, par exemple, qui se déroule en 1921, après que René Maran a obtenu le prix Goncourt, ce sont des critiques qui sont teintées d'un racisme parfois très franc, vraiment, et absolument immonde. Lorsque Wologem, 50 ans plus tard, en 68, obtient le prix Renaudot, la réception qui en est faite avant même les accusations de plagiat sont aussi teintées de racisme. Donc il y a ça aussi qui est présent. Je voulais en rendre compte, pas à la manière d'un procès avec de la colère, mais en montrant aussi avec de l'ironie, avec un peu de distance, pour mieux en montrer finalement l'atrocité, la médiocrité, la tristesse, mais aussi dire que la littérature est capable de dépasser cela. C'est pour ça que le personnage d'Eliman, qui est confronté à ce racisme-là, se déplace dans le monde. C'est un homme mobile, c'est un homme qui s'arrache toujours, qui part, qui cherche, qui va en Argentine, qui rencontre d'autres écrivains. C'est aussi une manière pour lui de ne pas se laisser assigner à une couleur de peau, à un continent, et d'échapper au discours qui tente toujours de le réduire et de l'humilier. Certes, son livre subit cette accusation-là et tous ces préjugés raciaux, mais il dit aussi qu'il est plus que cela par l'écriture. Donc sa réponse est toujours l'écriture, est toujours la littérature, est toujours le mouvement, est toujours la quête. Et d'une certaine manière, c'est aussi ma propre foi dans la littérature qui me permet de toujours dépasser, transcender, sans les fuir, les problèmes que pose une société qui est encore hantée par la colonisation, par l'esclavage, etc. Oui. Et quand vous avez reçu le Goncourt, vous avez dit « j'ai pensé au Sénégal ». Oui. Tout de suite. Tout de suite, parce que c'est mon pays, je viens de là, c'est là que j'ai mes amis, j'ai été formé là, j'ai fait mes études là, même si je les ai continuées en France, mais j'ai commencé là. C'est là que j'ai eu mes premières lectures, c'est là que j'ai commencé à écrire aussi en amateur. C'est là que j'ai mes amis, mes parents, ma terre natale, mes professeurs. Mais c'est là aussi que j'ai appris qu'il y a une terre qui dépasse toujours, ou en tout cas qui est plus profonde que l'identité. Il y a une préférence nationale peut-être, mais il y a une préférence qui est beaucoup plus forte, qui est la préférence littéraire. Oui. Voilà. Et tout ça, je l'ai appris au Sénégal. C'est pour ça que je pense aussi immédiatement à mon pays, tout simplement. Oui, mais il y a eu une immense fierté au prix qui vous a couronné pour le Sénégal. Il y a eu aussi des gens qui ont écrit des choses absolument abjectes. Oui. Sur des discours homophobes, on va dire, sur votre livre précédent. Oui, ce sont des discours qui ont concerné mon précédent roman, donc de purs hommes. Mais la lumière du Goncourt a fait rejaillir finalement ce livre, l'a fait ressurgir, alors que quand il avait été publié, il était passé un peu dans une sorte d'indifférence. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, en fait, j'appartiens aussi à ce pays. Ça dit que les gens me perçoivent, je pense au Sénégal, comme également un écrivain sénégalais. Et comme parce que c'est une partie, c'est une frange, mais tout en étant rejeté ou condamné par cette frange-là, j'appartiens toujours à une sorte de communauté dont j'essaie évidemment de me tenir à distance quand je suis écrivain. Parce que quand on est écrivain, on n'appartient qu'à son texte, on n'appartient qu'à son écriture. Donc, les débats ont eu lieu. Il y a eu, oui, un début de lynchage, mais aussi des défenses. Et il y a eu un débat qui a dépassé ma personne
et les livres. Et finalement, c'est important. Sur le moment, j'ai pu me dire, bon, c'est triste, mais au fond, c'est intéressant que dans un pays, un écrivain ou un livre puisse encore créer des débats à partir de ces questions-là. C'est aussi un motif d'espoir, même si ça peut sembler un peu triste, mais c'est aussi un motif d'espoir. C'est triste parce qu'en même temps, ça reflète le regard d'une société traditionnelle au Sénégal sur l'homosexualité, la tolérance, la liberté. Sur la question de l'homosexualité, disons qu'il y a un débat qu'il faut simplement tenter de poser de manière dépassionnée. Il ne s'agit pas de dire qu'on défend tel ou tel, qu'on défend les homosexuels, qu'on est de tel bord ou de tel autre. Là n'est pas la question. La question est de se demander comment, dans une société, prendre en charge la question simplement de toutes les différences, pas simplement liées à l'homosexualité, mais aussi aux femmes, par exemple, ou aux albinos, en tout cas à toutes les sortes de minorités. Comment faire pour vivre dans une société avec ça? Il se trouve que dans la société sénégalaise, il y a toujours eu des traditions, des rituels sociaux pour intégrer cette différence-là, qui se sont délités au contact maintenant, peut-être trop brutal, de d'autres civilisations. Et finalement, ce n'est pas une sorte de liberté ou de libération ou de perversion qu'a apporté le contact avec les autres cultures. Ce que ça a apporté, c'est plutôt une sorte d'intolérance, parce que le contact a produit à un moment donné le délitement de choses qui étaient déjà là et qui étaient même beaucoup plus en avance, beaucoup plus progressistes dans nos sociétés. Mais voilà, je tente simplement de poser ce débat. Donc, je constate quelque chose dans la société, je le dis et je le fais comme écrivain. Et je crois en l'écriture. Après, chacun se fait son avis sur moi, sur mes livres et sur lui-même finalement. Mais le travail de l'écriture continue et c'est ce qui est le plus important. Et ce que vous dites d'ailleurs, lisez les livres, c'est là, tout est là. Oui, c'est tout est dans les livres. Ça commence par la lecture, parce que même là, je le dis de façon un peu maladroite ou peut-être pas très claire, mais l'essentiel de ce qu'un écrivain a à dire se trouve dans ses livres, et c'est là qu'il faut aller le lire. Et au fond, ma parole pourrait même être non nécessaire du tout à fait dispensable, puisque tout ce que j'avais à dire, toutes les réflexions, toutes les questions que j'ai à poser, elles sont dans mes livres. Donc, je le répète, lisez les textes. Oui. Et dans La plus secrète mémoire des hommes, j'allais presque dire, c'est un hommage flamboyant à la francophonie, aux mots de la langue, à la force, ce fleuve dans lequel on est emporté comme ça, où vous passez d'un style littéraire à l'autre, où vous jouez de tout ça. Ça va avoir des moments érotiques, des moments drôles, des moments tragiques. Oui, là, j'ai toujours pensé que le roman était un exercice ludique. Il y a aussi un jeu qu'il faut installer entre soi et le lecteur, mais aussi entre soi et soi. Il faut jouer avec les registres, avec les codes, avec les genres, avec la langue, avec les langues aussi, puisque plusieurs langues apparaissent dans le texte et s'intègrent à la prose en français, sans pourtant qu'il y ait, j'espère en tout cas, de déséquilibre ou de moments où l'on ne comprend pas ce qui est en train d'être dit, simplement parce qu'il y a une énergie qui est une énergie proprement poétique qui lie toutes ces langues, qui lie tous ces genres, qui lie ces moments-là, qui arrivent à s'emboîter, à marcher ensemble. Mais tout ça est tenu par l'énergie littéraire, l'énergie du roman, l'énergie de la narration, le désir de raconter des histoires et d'écouter des histoires. C'est ce qui fait la force du roman et c'est ce que je tente de retrouver. Oui, vous racontez des histoires incroyables. Je vais presque dire, vous leur donnez chair à des images fantasmatiques, à des personnages araignées, à Jésus qui se recloue sur la croix. Vous pouvez tout imaginer à travers les mots. Tout est possible par l'imagination, si tant est qu'on se donne les moyens, tout simplement, les moyens littéraires de porter cette imagination-là. Mais je crois que dans le roman, il n'y a pas de limite, ni de style, ni de morale, ni d'opinion. Tout est permis si tant est qu'on donne justement à cet imaginaire-là toujours ouvert, la possibilité de s'inscrire dans une langue, dans un style. Donc c'est ce travail-là qui est le travail du romancier. Trouver la langue qu'il faut, la langue adéquate à un imaginaire qu'on ne limite pas. Voilà, toujours. C'est toujours ce que je tente de trouver. Oui, les mots, parce que je dis c'est absolument incroyable.
comment vous définiriez la langue française, au fond? Qu'est-ce que c'est qu'être écrivain? Être écrivain, c'est toujours chercher à poser des questions, c'est toujours chercher à poser de meilleures questions, c'est toujours chercher à être inquiet et à inquiéter aussi. C'est aussi simple que cela. Quant à la langue française, oui, c'est ma langue d'écriture. C'est une de mes langues à côté d'autres langues, à côté du sérère qui est ma langue maternelle et du wolof et d'autres langues. Et c'est la langue voilà, par laquelle j'ai commencé à écrire, mais elle ne s'oppose pas du tout aux autres langues. Et elle me permet, par exemple, en écrivant en français, de pouvoir toucher immédiatement un habitant de Haïti, par exemple, parce qu'on est unis par cette langue-là. Donc voilà, mais après, c'est une langue qu'il est difficile de définir et qu'il ne faut peut-être pas chercher à définir, puisque quand on commence à la définir, on peut tomber très rapidement dans des essentialisations en la dotant de valeurs qui sont des valeurs morales, alors qu'au fond, une langue n'a pas de valeur morale, elle a des caractéristiques linguistiques, syntaxiques, mais elle n'a pas de valeur morale. Elle n'est pas porteuse, par exemple, de lumière en soi, ou elle n'est pas porteuse d'humanité en soi ou d'humanisme en soi. C'est une langue à l'égal de toutes les autres langues et dans laquelle un créateur qui la possède peut écrire comme il peut écrire dans une des autres langues. Oui, oui. Ce qui est fou, c'est le regard de l'un sur l'autre, d'un écrivain sur un autre, d'une œuvre sur une autre. Et qu'au fond, derrière ça, il y a le regard des lecteurs. Et au fond, il n'y a pas de vérité. Jamais de vérité. En tout cas, la vérité se déplace toujours ou elle est toujours plurielle. Et tout l'effort dans le roman n'est pas tant de chercher... si, le roman cherche la vérité, mais le roman sait aussi que la vérité est toujours éclatée et il faut aller la chercher en divers endroits. Et c'est dans le croisement de toutes ces perspectives qui viennent de divers endroits, précisément de divers continents, de diverses personnes, de diverses sensibilités, de diverses classes sociales, de divers niveaux de langue, que peut surgir quelque chose qui ressemble à la vérité d'une situation. Et c'est ce que le roman a ce privilège-là, de pouvoir aller partout, de pouvoir s'immiscer dans les esprits et de pouvoir chercher la vérité dans le déplacement, justement. Et au fond, c'est la vérité du roman est peut-être toujours qu'il faut la questionner, qu'il faut questionner la vérité. Finalement, c'est peut-être ça notre vérité comme être humain. Notre vérité, c'est que nous devons questionner ce que l'on tient pour la vérité et ça ne s'arrête jamais. Et tant mieux, voilà. Oui, mais ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, il est question de plagiat pour l'auteur, à un moment donné, qui est accusé, qui va être voué aux gémonies. Et derrière ça, il y a l'emprunt. C'est qu'au fond, on se nourrit du passé, de cette mémoire des hommes. Et on se nourrit de ce qui vous a précédé et on bâtit quelque chose comme ça. Il y a un formidable, j'allais dire, vent d'espoir dans votre livre. Oui. Mais la littérature m'a toujours semblé être une longue chaîne et chaque écrivain qui arrive accroche un anneau nouveau à cette chaîne-là et ça continue. Mais accrocher un anneau nouveau, c'est aussi se poser comme un héritier, c'est-à-dire qu'on ne naît pas ex nihilo, on arrive à la suite de beaucoup d'autres. Et ces autres-là, on ne les ignore pas, on les a lus, ils constituent ce que nous sommes comme écrivains et comme lecteurs. Et lorsqu'on se met à écrire, il me semble tout à fait naturel que ces lectures-là ressurgissent. On les appelle plagiat, mais c'est par facilité, parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. La création, ce qu'on appelle la création, même si c'est un mot auquel je mets beaucoup de guillemets, est toujours complexe. C'est un mélange de singularité, mais aussi d'héritage, voilà, d'hérédité. L'hérédité et singularité, c'est toujours ce qui fonde, je pense, un travail littéraire. Et il faut s'en réjouir, en effet. Il faut s'en réjouir. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas être tourné vers le passé. C'est simplement dire qu'on continue à avancer, mais qu'on continue à avancer parce qu'on est assis sur des traditions, sur des lectures, sur des écrivains qui nous ont formés, qui nous ont aidés à devenir écrivains. Donc c'est aussi un roman sur ça, sur l'hommage qu'on rend à travers la littérature, à la littérature, c'est-à-dire aux écrivains qui l'ont faite avant nous. Oui, oui. On pourrait dire à Mohamed Mbougar Sarr que d'autres vont lire votre livre désormais, qui est un livre qui marque l'histoire littéraire africaine et bien au-delà, et qui vont s'en inspirer à leur tour. C'est ça votre plus grand souhait, votre plus grand rêve?
Non, ce n'est pas un rêve en tant que tel, mais il se pourrait que ça arrive et ça me rendrait tout à fait heureux, bien sûr, si ça produisait cet effet-là. Si dans, je sais pas, dans plusieurs années, dans un siècle, enfin, je sais pas, je vais pas avoir la prétention de me projeter à un siècle, si déjà l'année prochaine, quelqu'un cite encore ce livre, c'est très très bien, voilà. Oui. Et en tous les cas, on se rappellera le petit gosse du Sénégal que vous avez été, qui a rêvé d'écrire. Je l'espère, mais si on ne se rappelle pas le petit gosse du Sénégal qui est arrivé d'écrire, ce n'est pas grave non plus. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au fond, rien n'est important. Non, il y a des choses importantes, mais rien n'est si grave qu'on soit triste d'être oublié. Voilà, c'est pas ça, c'est pas très grave. La postérité. Non, c'est pas. Les mots restent. Les mots, oui, les mots restent, les imaginaires restent. Et c'est ce qui est important. On peut finir par oublier tel ou tel livre ou tel écrivain, mais les mots avec lesquels ils ont écrit, ces mots-là demeurent et on continuera de les utiliser. C'est le patrimoine commun, si on veut, la langue, le langage humain. Ouais. Le fait de raconter des histoires, le désir de raconter des histoires, ça demeurera. Et c'est le plus important, je pense, pour nous, les êtres humains, de pouvoir se représenter le monde à travers des fictions, à travers des histoires, à travers des récits, par une narration, par notre sensibilité poétique. Nous sommes des animaux poétiques et tant que nous continuerons d'être des animaux poétiques, je crois que nous ne disparaîtrons pas. Voilà. Ouais. L'envie d'aller au Sénégal, retourner au Sénégal depuis ce prix. Bien sûr. Cela viendra dans le courant de l'année prochaine, mais j'ai envie, bien sûr, de retourner au Sénégal et de rencontrer le lectorat de mon pays, bien sûr. Ouais. Et là, les lecteurs vous disent tout ça, tout ce que ce livre provoque en eux. C'est une joie, ça. Oui, ça c'est ils sont nombreux. Touchant. Ils sont nombreux, c'est touchant de s'imaginer qu'un livre qu'on a écrit dans la solitude et l'intimité de sa chambre aujourd'hui rencontre des centaines de milliers de personnes qui partagent donc au moment où ils le lisent notre esprit, nos intentions, nos fantasmes, nos peurs, et ce qu'on a simplement à leur offrir, ce voyage-là littéraire. Et ça, c'est quelque chose de très touchant, c'est vraiment la magie la plus belle d'un livre, cette rencontre-là, que ça permet simultanément entre des centaines de milliers de gens, c'est très beau, c'est presque un idéal politique. Voilà. Merci beaucoup. Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, c'est un livre absolument exceptionnel. Prix Goncourt 2021, formidable maison d'édition Philippe Ray qui y a cru. Et Gimsen. Voilà. Et voilà, la petite maison d'édition au Sénégal. Et la maison d'édition au Sénégal. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été invité. Merci bien.